On reste vraiment sur 15 minutes de communication. Merci, Chérif. Il faut parler dans le micro, vraiment. Merci, Chérif. Permettez-moi de saluer. Je déteste. Merci donc, Chérif, pour la belle initiative que vous avez prise pour l'organisation de ce symposium qui vient à son heure pour honorer le professeur Samir Amin. Je salue toute l'Assemblée, les hommes, les femmes, je devais commencer par les femmes, les hommes présents ici. Permettez-moi d'abord de m'inscrire au vibrant hommage rendu à notre cher professeur Samir Amin, l'un des derniers pharaons de l'Égypte contemporaine, qui s'en est allé le 12 août 2018, laissant derrière lui un monde d'amis, une communauté de scientifiques désemparés et vraiment choqués par cette disparition. En rendant hommage à Samir Amin, depuis 2-3 jours, nous avons un peu oublié de rendre hommage à sa compagne, son épouse, je veux nommer Isabelle Amin, qui a été la fidèle compagne de Samir Amin, qui l'a épaulé durant toute sa vie et durant tout le temps à travers ses œuvres. Vous savez, Isabelle corrigeait souvent les œuvres de Samir Amin. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai écrit mon livre sur les signares, Isabelle a été la première personne qui a eu à lire le livre. Et quand elle l'a lu, elle m'a dit, Marie-Ange, le livre est bien, mais ce qu'on va faire, on va le soumettre à Samir. Je te préviens tout de suite, si Samir dit que le livre est bien, ça veut dire qu'il est très bien. Parce que Samir, il est très, très sévère par rapport à l'écriture. Donc, c'est ce qui fut fait. On a soumis le livre à Samir. Il a trouvé que c'était bien et il l'a préfacé lui-même. Vous savez, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et cette grande femme, c'est vraiment Isabelle Amin. Bon, mon intervention s'articule autour d'un trafic des temps modernes qui ne dit pas son nom et qui a été développé en marge du grand fléau mondial que constitue l'immigration, qu'elle soit clandestine ou légale. Lorsqu'on évoque l'épineuse question et l'épineuse et douloureuse question de l'immigration, avec ces lots horribles de déchéances humaines, telles que les naufrages, les maladies, les morts, les déportations, les exclusions de pays d'accueil, la ghettoisation des candidats à l'immigration dans des sites d'accueil qui ne sont pas du tout adaptés, ni viables même parfois, il reste encore un aspect plus hideux qui est une résultante de cette immigration, qu'elle soit clandestine ou légale. Il s'agit de la nouvelle traite, en l'occurrence le nouveau type d'esclavage qui est né en marge de cette immigration. Les grandes lignes de ce phénomène, c'est lorsqu'il y a des candidats à l'immigration qui cherchent des emplois bien rémunérés, il y a des réseaux mafieux qui arrivent à les capter, à les prendre et à les diriger par des convois dans des pays où elles vont être vendues comme esclaves.
c'est des réseaux mafieux d'esclavage. Et ces réseaux mafieux d'esclavage possèdent un carnet d'adresses très bien fourni, parce qu'ayant séjourné dans les pays arabes, ou ayant des entrées, ils partent, ils reviennent, et ils sont à la solde des maîtres, de leurs maîtres arabes qui leur demandent de chercher des jeunes femmes pour cette pratique esclavagiste. Et cette situation touche les femmes de plusieurs pays de la zone sahélo-sahélienne, que ce soit le Burkina, qui va du Burkina, le Mali, le Niger, etc. Et même au-delà, parce qu'on s'est souvenu de la situation des femmes malgaches qui ont subi un sort désastreux lorsqu'elles ont été des candidates à l'immigration pour les Émirats arabes. Bon, les motivations qui poussent la plupart de ces femmes à aller chercher l'Eldorado, c'est d'abord, il y a la question de l'extrême pauvreté et les conditions précaires de la vie de ces femmes dans leur village, leur communauté, etc. Et elles pensent pouvoir améliorer leur sort avec des salaires très élevés promis quand elles sont émigrées par les convoyeurs. Et aussi, il y a une autre donne, c'est l'idée de rehausser par la réussite leur statut social dans leur communauté. Mais il y a une autre motivation profonde qui est l'insuffisance des politiques d'intégration des femmes qui ne leur permettent pas d'avoir accès aux ressources économiques en réalité et aux outils de production. Le phénomène de l'analphabétisme, l'absence de formation adaptée à leur mode de vie, autant de facteurs qui existent et qui les poussent à l'immigration. Si nous prenons le phénomène migratoire, force est de constater que depuis 2005, les flux migratoires se sont de plus en plus féminisés sur le continent africain. Il faut voir les films qu'on nous présente sur les pirogues qui traversent l'Atlantique. Nous y voyons des femmes, des masses de femmes, d'enfants et même parfois des femmes enceintes qui prennent ces pirogues pour aller ailleurs, pour aller vers l'Europe. S'agissant de l'immigration plus ou moins légale, elle est souvent organisée par des trafiquants véreux qui ont une longue expérience dans ce domaine. N'est-ce pas? Et ils procèdent par le recrutement de jeunes femmes auxquelles ils promettent monts et merveilles dans les royaumes arabes en leur offrant du travail avec un super salaire. En réalité, le travail offert aux candidates n'est rien d'autre qu'un vaste trafic qui consiste à les vendre comme esclaves à des riches familles saoudiennes qui les soumettent au plus horrible traitement qu'on puisse infliger à des êtres humains. Séquestrés, battus, privés de nourriture, mal soignés, elles travaillent beaucoup de l'aube à des heures tardives dans la nuit, sans repos, sans jour de repos, et elles sont confrontées à un obstacle de taille, c'est le problème de la linguistique, parce que la plupart d'entre elles ne parlent pas arabe. Elles ne parlent ni n'écrivent l'arabe. Depuis 2013, nous voyons de plus en plus sur le continent ce qui convient de nommer l'esclavage sexuel dans des pays comme l'Arabie saoudite, où les trafiquants de femmes s'adonnent avec impunité à la vente d'esclaves au profit des maîtres arabes. L'affaire qui avait défrayé la chronique en 2013 et qui fut dénoncée par les organisations de droits humains fut le convoi de femmes sénégalaises vendues comme esclaves sexuels en Arabie saoudite. À l'époque, la division des investigations criminelles sénégalaises s'était impliquée et avait pu arrêter les principaux cerveaux. Mais après une relative accalmie, le trafic a repris de plus belle depuis 2015.
jusqu'à nos jours, hein, jusqu'au moment où je parle. Les filles sont envoyées dans le cadre d'une immigration légale et détournées vers un trafic sexuel dans ces pays. Au cours des dernières années, sous la pression, hein, quand même, il y a eu des pressions au niveau international. Bon, la CEDEAO a un peu joué son rôle. Bon, les pays africains ont protesté, etc. Les associations de droits humains ont protesté, ce qui a amené le gouvernement des États des Émirats arabes qui a pratiqué une réforme de ces lois pour répondre un peu aux préoccupations de ceux qui condamnent le système Khalifa pour exposer les travailleurs migrants à des exactions et à des pratiques abusives. Bon, notamment, il y a eu des mesures pour interdire la confiscation des passeports des travailleurs, ce qui peut permettre à leur employeur de transférer une sorte de parrainage, hein, pour la protection de leur salaire. Bon, mais il faut dire, mais malgré ces efforts, les organisations des droits humains malgré les efforts des organisations des droits et des migrants, il faut affirmer que les mauvaises pratiques de travail abusif continuent à persister et ont actuellement atteint un rythme alarmant. Bon, un des cas peut-être les plus tristes que nous avons eu à vivre ici directement au Sénégal, oui, c'est le cas de Mbayang Diop, condamné en Arabie Saoudite pour le présumé meurtre de son patron qui cherchait à la violer. Bon, les dossiers de cette affaire restent encore complètement sombres et complexes pour les Sénégalais. Mais néanmoins, nos autorités ont réussi à empêcher l'exécution de cette femme qui était prévue en 2019. Bon, mais jusqu'à présent, les autorités saoudiennes n'acceptent pas l'extradition de cette femme. Nous avons aussi le cas de Bébé Aïcha, une animatrice de télé qui a réussi à être libérée après une longue séquestration en Arabie Saoudite. Bon. Pour ce qui concerne les femmes sénégalaises, il faut dire que même certains voisins comme la Mauritanie s'adonnent à la maltraitance de nos sœurs qui s'y rendent pour trouver du travail. À l'heure actuelle, des dizaines de femmes sénégalaises croupissent dans les prisons mauritaniennes, accusées de fautes qu'elles n'ont pas souvent commises par leur patron. Bon, les médias ne cessent de dénoncer cette situation, de fait, qui n'est rien d'autre qu'une forme de ségrégation ou de discrimination raciale. Mais il faut dire que la situation d'esclavage vécue par les femmes africaines et sénégalaises est connue grâce aux organisations de défense des émigrés, comme Horizon Sans Frontières, qui veille et dénonce l'odieux trafic en vigueur sur la bande sahélo-sahélienne, jusqu'en Arabie Saoudite, et même jusqu'au Liban, où la situation est vraiment désastreuse. Je fais l'économie de certains. Peut-être que... Bon, concernant la vente des migrations qui voyagent par la route dans la zone sahélo-sahélienne, la situation est beaucoup plus grave puisque les femmes sont vendues par les convoyeurs aux bandes armées terroristes qui sillonnent le nord du Mali en passant par le Niger, le Tchad et la Libye, où dans la plupart des cas, les familles restent sans nouvelles parce que les femmes disparaissent complètement. Mais dans cette situation, surtout concernant l'immigration légale, c'est tout le processus opaque qui entoure les conditions administratives de voyage, car l'identité des convoyeurs n'est pas examinée au préalable, les lieux de séjour des femmes n'est pratiquement pas connu par nos autorités, ni l'identité des familles d'accueil où elles sont supposées vivre. Bon, comme il me reste que 5 minutes. Non, c'est 1 minute. Bon, vous aurez par voie. Bon, donc je vais en conclusion. Je dis, en conclusion, en parlant de ce cas précis d'esclavage, si nous voulons agir et rentrer dans la ligne de déconnexion prônée par
le professeur Samir Amin, pour l'Afrique, notre action doit être axée sur une résilience totale de toutes les formes de discrimination, d'actes de barbarie, n'est-ce pas, de féminicide au nom d'une philosophie féodale à l'égard des femmes, comme il l'a toujours prôné. Bon, j'ai dû écouter. Respecter les temps de parole. Quand on fonce dans le texte, à un moment donné, on ne voit plus le monde, on ne sent plus personne autour. Et ça, il faut que nous le rectifions. Je pense que ça nous fait perdre trop de temps. Mais nous aurons les textes que nous partagerons quand même avant toute édition, tout travail d'édition. Merci beaucoup. Maria, Azedine, vous avez la parole. Les deux micros. Combien donc 15 minutes donc si c'est possible, j'aime bien l'idée de rester horizontalement ici, si cela convient à tout le monde. Alors, je vais ajuster mon micro. Bonjour à tous, salam alaikum. Je présente, au nom de la Fondation Frantz Fanon et du mouvement décolonial, mes salutations à cette noble assemblée réunie aujourd'hui pour rendre hommage à un penseur fondamental de la libération du Sud et de la construction d'un monde débarrassé de la domination prédatrice des anciennes métropoles coloniales et des centres capitalistes. Je vous avoue être satisfait de passer lors de ce dernier panel, lors de cette dernière journée. C'est dans la dernière journée, en tout cas. Mais bon, dans le programme originel, je me voyais tout à la fin, donc je m'en réjouissais par avance. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est pour une raison qui est très simple. Je vais ici, dans ce symposium consacré aux réponses des pays du Sud global, parler du point de vue des enfants du Sud qui vivent dans le Nord. Ce panel est consacré aux migrations. Je vais vous parler de ce qui se passe après les migrations, une fois qu'on a traversé la frontière. Il me semble normal, au regard de mon âge, comme de ma position sociale et géographique, de parler parmi les derniers, après avoir attentivement écouté. Et parler en dernier n'implique évidemment pas d'avoir le dernier mot. Je vais ici, de manière rapide, tenter d'apporter ma pierre à la réflexion collective passionnante et aux débats parfois contradictoires qui ont pu marquer ces 3 journées. C'est ma manière de rendre hommage aux aînés qui ont pris la parole avant moi et aussi peut-être de me soumettre à leur jugement. Car pour moi, comme pour le mouvement décolonial dont je fais partie, et comme je suis sûr pour Samir Amin, à qui nous rendons aujourd'hui hommage, notre seul Nord, c'est le Sud. On a beaucoup parlé, lors de ces derniers jours, de la jeunesse. On a regretté l'absence de la jeunesse du Sud au sein de ce colloque peuplé de nos aînés. Je ne peux pas me substituer à cette jeunesse, mais je peux témoigner l'avoir vue en ces lieux. Ce sont ces frères et sœurs, étudiants, militants et volontaires avec ce t-shirt jaune, que j'ai vu sillonner les rangées de cette salle et les couloirs de cette université. Ce sont ces militants que j'ai croisés dans les couloirs et avec qui j'ai eu des échanges, qui, pour être bref, étaient emplis de vérité et de la radicalité qui est la vertu de la jeunesse. Je voulais remercier ainsi les organisateurs de ces conférences pour ces 3 journées, ainsi que cette jeunesse qui, dans la discrétion absolue, a participé elle aussi à rendre possible cet hommage à un grand aîné. Samir Amin était ce que j'appellerais un savant combattant. Un combattant du savoir, autant qu'un savant au service du combat. Comme Frantz Fanon et comme Cheikh Anta Diop, dont l'immense figure nous a observés durant ces 3 jours. Comme cela a été dit déjà, Samir Amin n'était pas prophète, ni incontestable dans tous ses jugements,
mais il est incontestablement un aîné et un parent. Et comme vous le savez, les enfants ne ressemblent parfois pas à leurs parents. Pour autant, et je sais qu'ici les gens comprennent de quoi je parle, on n'insulte pas ses parents. Et le désir profond de chaque enfant du Sud est de ne pas trahir ses ancêtres. Samir Amin n'a pas été prophète donc, mais il a été visionnaire. Le visionnaire d'un monde dans lequel nous entrons un peu plus chaque jour. Celui d'un monde multipolaire où les périphéries, dans leur montée en puissance, défont les rapports impériaux qui régissent encore aujourd'hui l'ordre international. Cette période, que nous voulons pleine d'espoir, est également celle de tous les périls. Elle voit une radicalisation des menaces impérialistes sur les périphéries, leurs peuples et leurs États. Des peuples entiers périssent sous les bombes, des territoires entiers sont déchirés par des affrontements entre puissances. Et encore et toujours, ces morts ont lieu au sud, tandis que le nord se maintient dans son ancienne posture impériale, aveugle à sa propre décadence et aux milliers de corps qui chaque jour viennent s'échouer en Méditerranée et sur les barbelés et les murs de sa forteresse. Encore et toujours, le nord tend à maintenir le sud dans la zone de non-être que décrit Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. Cette, je cite, région extraordinairement stérile et aride. À vrai dire, cette aridité est maintenue par un certain nombre de dispositifs de savoir, par un mur de silence, mais elle est très souvent matériellement maintenue par un tapis de bombes. Quand on parle de zone de non-être, on parle de l'Afrique entière, on parle du Congo, on parle du Sahel, protégé par la bienveillante armée française. On parle de zone de non-être quand on pense à nos frères de Palestine, d'Irak, de Syrie, du Mali, de Libye. Et la liste est bien sûr loin d'être exhaustive. Je pense à ces villes rasées par des coalitions internationales, à ces pays dévastés, dans l'indifférence coupable d'un trop grand nombre d'esprits européens ou eurocentrés. La Fondation Frantz Fanon est pour l'instant plus ou moins basée au nord, mais Frantz Fanon est un penseur du Sud et un penseur de la libération. J'évoque ici cette double inscription entre Nord et Sud pour amener la notion qui donne son titre à la présente communication, celle de Sud du Nord et de leur lien avec les périphéries et leur émergence. Mais avant cela, il faut que je fasse une précision. La Fondation Frantz Fanon s'inscrit dans le mouvement décolonial, un mot qui sonne de façon sûrement barbare pour ceux d'entre vous qui l'entendent pour la première fois. Pourquoi se dire décolonial plutôt que marxiste, anti-impérialiste, de gauche ou tout simplement progressiste? Parce que notre expérience au sein du Nord nous interdit ce type d'identification si nous voulons poursuivre l'un des objectifs centraux de nos mouvements, la libération du Sud. Laissez-moi m'expliquer. Dans le Nord, bien des choses sont inversées par rapport au Sud. Quand ici on souligne, souvent à juste titre, des luttes légitimes à mener et qu'on les formule dans le langage du progressisme, au Nord, ces mêmes valeurs se trouvent souvent embrigadées pour justifier des politiques racistes et discriminatoires. J'en pense notamment à mes frères musulmans discriminés au nom de la laïcité, voire, et c'est là encore pire, ces valeurs progressistes peuvent être embrigadées pour justifier des interventions militaires extérieures. Parce que le temps qui m'est imparti pour expliquer et justifier notre désignation comme décoloniaux est limité, je vais vous donner deux formules claires, énoncées par deux grands penseurs. La première est de Sadri Khiari, fondateur tunisien de l'antiracisme politique et du mouvement décolonial en France. La formule est simple. Il y a la gauche, il y a la droite et il y a le Sud. Et pour nos camarades qui sursauteraient à une telle formule, qui signifie peut-être pour eux l'abandon de tous leurs combats, pour les rassurer, j'ajouterai cette définition du brillant et jeune philosophe afro-décolonial Norman Ajari, que la Fondation Frantz Fanon se réjouit de compter parmi ses membres. Permettez-moi de le citer et de vous rassurer. Décolonial n'est qu'un mot qui désigne un faisceau de réponses politiques à la violence génocidaire et au capitalisme racial, qui sont aussi anciennes que la conquête du Nouveau Monde et l'invention de l'État moderne. Autant dire que l'antiracisme politique, c'est-à-dire la décolonialité, n'a strictement rien d'un nouveau mouvement social, puisqu'il est en réalité aussi vieux, sinon plus vieux, que le mouvement ouvrier lui-même. Maintenant que les présentations sont faites, permettez-moi de poursuivre. Cette noble assistance est composée de brillants esprits, d'économistes de grande tradition et de militants de longue date. Mon propos ne sera donc évidemment pas de donner une leçon d'économie politique. Celui qui se tient devant vous est né dans un pays du Nord et, un instant, son passeport lui offre un privilège. Ce bout de papier maudit institue une frontière entre lui et le Sud. Permettez-moi de dire « je »,
Quand je traverse la frontière et que j'entre dans un pays du Sud, je me trouve en position de bénéficier de tous les privilèges du blanc, de son pouvoir d'achat, de ses beaux hôtels et de la protection de la police, de l'armée et des autorités consulaires. Pire, ce passeport et le pays dont il est issu me rend progressivement étranger au Sud. Le Nord nous métisse, nous transforme, nous européanise. D'un point de vue musulman, il nous désislamise aussi, un peu, beaucoup. En France, on dit pudiquement que nous nous intégrons. Ceci, ce mot, l'intégration. Quel beau projet. On prétend que, passé une phase d'adaptation, les Suds du Nord, c'est-à-dire nous, les Suds du Nord deviennent des Français égaux aux autres. Or, rien n'est plus faux. Et toutes les expériences statistiques le prouvent. Les Suds du Nord ne sont pas des immigrés comme les autres. Après plusieurs générations, nous restons tendanciellement moins payés, moins avancés professionnellement, et nous mourrons plus tôt que les Français blancs dits de souche ou d'origine chrétienne européenne. Même devenus complètement athées et laïcs, de gauche et progressistes, les enfants des terres d'islam restent des musulmans sociologiques. Et au moindre signe de solidarité, très bien, et au moindre signe de solidarité avec leurs aînés, on se fera un plaisir de le leur rappeler, de les accuser d'islamisme quand ce n'est pas de complices de l'islamisme. Je n'invente rien, ce sont les titres de magazines français. Ainsi, quand ils sont dans le Nord, les enfants du Sud perdent tout le privilège relatif qu'ils peuvent ressentir quand ils voyagent avec ce maudit bout de papier. Ils redeviennent le Sud dans le Nord, la périphérie dans le centre et l'ennemi intérieur. La conférence de Bandung le constatait, le colonialisme n'est pas mort et revient dans le Sud sous ses formes les plus sournoises et sous son visage le plus prétendument progressiste. Nous, Sud du Nord, pouvons également en témoigner. Le colonialisme structure encore aujourd'hui les rapports sociaux au sein du Nord, comme il structure les rapports Nord-Sud. Nous sommes des colonisés de l'intérieur, nous sommes des indigènes de la République. Et pourtant, cette frontière dont je vous ai parlé est poreuse. Et c'est ce que cette notion de Sud du Nord recouvre. Le Sud pénètre le Nord par ses migrations, mais aussi par la force des nouvelles puissances de la périphérie. Je parle de Sud au pluriel, vous l'aurez noté, car si le Sud est global, ces différentes facettes se rejoignent au sein de la métropole coloniale, de façon différenciée et hiérarchisée entre différentes communautés. On trouve en France les enfants de l'Afrique divisés entre eux, et on trouve une communauté musulmane traversée par ces divisions. Merci. Les Suds du Nord n'ont pas d'État, car l'État dans lequel ils vivent n'est autre que le vieil État colonial. Les Suds du Nord ne peuvent qu'avoir une organisation autonome, car leur existence est un défi à la frontière. Une organisation autonome parallèle et transnationale qui leur permette de renouer avec le Sud. C'est dans cette perspective que la Fondation Frantz Fanon a participé à l'organisation de la conférence du Bandung du Nord en 2018, qui visait à poser les fondations d'une alliance des Suds du Nord, préalable à une alliance des Suds du Nord au Sud. Comme il ne me reste pas énormément de temps, je ne sais pas si je pourrais lire une des parties de la déclaration à 3 voix que la Fondation a portée à cette occasion. Je me contenterai de lire la fin, puisqu'il me reste combien de minutes exactement? 1 minute, bon, très bien. Alors, j'évoquais donc dans cette contribution, nous évoquions les migrations, le fait que les peuples du Sud convergeaient vers le Nord, et nous posions la question de sont-ils en train de trahir les leurs ou leur pays d'origine? Nous répondions évidemment non. Nous répondions évidemment non. Et nous évoquions une donnée que vous connaissez tous, cette fameuse dégénérescence des pays du Nord, où on voit une montée des groupes d'extrême droite à travers tout l'Occident. Je vais aller rapidement au point pour aller dire cette chose centrale. Pour ces mouvements, tous les Suds du Nord sont la 5e colonne du tiers-monde. Et ils ont bien raison. Je vous fais l'économie de la citation, vous la retrouverez. Je vais donc vous donner juste des éléments pour participer et rassurer nos aînés et peut-être pour m'exprimer pour Samir Amin de là où il est, pour le rassurer sur le devenir de son combat. Je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé après cette conférence des Bandung du Sud du Nord. À l'issue du Bandung a été décidée l'organisation de nouveaux espaces de production de savoir où militants savants et savants militants peuvent construire à égalité un savoir contre-hégémonique hors de la domination de l'université occidentale. Un savoir résolument décolonial au service des luttes du Sud. L'un de ces espaces, c'est l'école décoloniale que nous organisons depuis 2019 avec nos partenaires du mouvement décolonial et dont vous pourrez trouver les séances sur le site de la Fondation Frantz Fanon. S'agit-il de formes de lutte idiovisuelles
C'est à vous d'en juger, puisque je me soumets à votre jugement. Nos actions ne se limitent pas à des vidéos. Des grands aînés m'ont parlé de ces derniers jours de leur lassitude des grands projets déclamés dans des conférences qui se perdent sous la forme de forums, sans perspective concrète et sans construction solide. Dans cette perspective, le Bandung du Nord s'est conclu sur une promesse collective et un serment, celui de construire une internationale décoloniale. C'est ce à quoi les participants se sont engagés, et c'est ce que la Fondation Frantz Fanon fait au travers des contacts et des liens organisationnels et individuels qu'elle tisse au fil de sa participation à des événements tels que celui-ci, et au moyen de l'organisation de ces rencontres annuelles que nous voudrions de plus en plus organiser vers le Sud et dans le Sud. Et c'est là que nous recroisons, je suis en train de conclure, et c'est là que nous recroisons le chemin de l'aîné à qui nous rendons aujourd'hui hommage. Permettez-moi à nouveau de dire je. Je suis rentré dans le militantisme politique à l'époque de la vibrante promesse d'une 5e internationale, à l'époque où Samir Amin la formulait et où le regretté président Hugo Chavez la portait avec toute la force du moment historique qu'il a incarné. Cette promesse ne restera pas vaine. Et ce nouveau monde que, au-delà des étiquettes idéologiques, religieuses et politiques, nous avons tous à construire, ce nouveau monde est en gestation, dans cette terrible et longue phase de transition vers une situation où l'ancien centre colonial sera enfin provincialisé. Frantz Fanon nous le rappelait, de cette zone de non-être terrible et aride peut prendre naissance un authentique surgissement révolutionnaire, décolonial, qui marquera la rupture avec ce vieux monde qui n'en finit plus de mourir. N'en déplaise à leurs bombes, à leur peur, à leur racisme sous toutes ses formes, à leur égoïsme, à leur indifférence, à leur violence, à leur égocentrisme narcissique eurocentré, ce surgissement est en cours et il est une nécessité historique. Que nos vénérables aînés se rassurent donc, la descendance est déjà là et nous vaincrons, Inch'Allah. Je crois que ça nous interpellera lorsque on va conclure cette session pour revenir sur la proposition de mutation du forum en fondation. En tout cas, pour ma part, quels que soient ceux qui sont pour pérenniser ou pour dissoudre le forum, je rêve que nous puissions continuer sous forme de fondation et abriter ici au Sénégal la Fondation Frantz Fanon. Aïcha, vous avez la parole. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, permettez-moi de vous présenter ce travail de recherche, de terrain et de réflexion en hommage à Samir Amin, qui est un travail, comme je viens de dire, de terrain, qui entre dans le cadre du programme Ibn Khaldoun, financé par le CNRST Maroc, qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur Maroc. Donc, je suis Aïcha El Alaoui, professeure chercheuse universitaire du Maroc, chef de groupe de recherche économie solidaire et justice sociale, et aussi membre associé de l'équipe de recherche migration internationale et développement, et aussi je suis présidente d'un centre de recherche indépendant, c'est le Centre d'EHIA pour les droits de l'homme, la démocratie et le développement. Je vais présenter 4 points essentiels de ce travail. C'est la relation entre migration et éducation, le contexte économique africain, résultats préliminaires de ce travail et réflexions concluantes. Donc, la migration, c'est une action de déplacement qui a accompagné l'humanité depuis son existence connue dans différentes civilisations et peut s'accentuer, comme vous le savez, durant une période ou bien dans une région ou bien pays, pour diverses raisons politiques, économiques, sociales, naturelles et culturelles. Elle est une nécessité, une obligation, une décision individuelle et collective. Bien sûr, la possibilité à toute personne de circuler librement existe dans les différents traités. Mais comme il l'a dit M. Abdelaziz, c'est qu'il y a des frontières qui séparent les gens, qui divisent les gens en situation régulière et situation non régulière. Ces frontières...
No problem. Les frontières, comme je viens de dire, sont liées au territoire politique d'un pays et ne sont pas liées seulement au territoire politique d'un pays, mais sont aussi d'ordre économique. L'exemple qu'il vient de donner entre le nord et le sud, et aussi à l'intérieur même de l'Union européenne, comme des exemples qu'on peut donner. Je passe. L'analyse de la migration doit prendre en compte deux volets. C'est la destination de flux migratoires, nord-nord, sud-sud, sud-nord et parfois même nord-sud. Et aussi le degré de développement économique, social, culturel et aussi politique de pays d'accueil et de pays d'origine. Donc la plupart des études ont montré que la migration, c'est une traduction réelle d'une situation d'exclusion sociale et économique, culturelle ou ethnique vers la recherche d'une inclusion ou d'une intégration dans ces différents niveaux. Donc la première demande dont la personne en déplacement ait besoin, c'est satisfaire, c'est le travail. La deuxième, qui est aussi très important aussi, si le migrant ou bien si la personne en déplacement est accompagnée par des enfants, c'est le système éducatif doit répondre à leurs besoins spécifiques et relativement qui est différent de ceux des enfants de pays d'accueil. Donc le problème c'est quoi? Il n'est pas facile d'assurer la scolarisation, l'apprentissage ou bien la formation pour chaque individu, enfant, adolescent ou adulte, dans un pays souffrant de problèmes structurels de développement comme le cas des pays du Sud. Donc la migration et l'éducation ont une relation réciproque complexe et multidimensionnelle. Parce que la migration peut avoir des conséquences sur le système éducatif d'un pays, puisque ce système doit prendre en compte les différentes situations des personnes, celles qui se déplacent ou celles qui restent ou celles immigrées ou réfugiées, qui parlent généralement une langue différente de la langue d'enseignement du pays d'accueil. Et l'éducation, à son tour, peut avoir des répercussions sur la migration, puisque l'éducation peut être comme un déclencheur de migration décisive, surtout dans les pays à revenus intermédiaires ou faibles, et d'autre part, il y a une politique stratégique pour promouvoir une société solidaire et inclusive, combattre les préjugés, les stéréotypes et la discrimination, renforcer les compétences des individus, soit pour les citoyens autochtones ou bien les citoyens immigrés et réfugiés. Pour bien comprendre cette relation complexe et multidimensionnelle entre la migration et l'éducation, il doit être, comme je viens de le dire, expliqué, placé dans sa structure politique, économique, sociale, culturelle et environnementale, globale, mondiale et spécifique de chaque région au pays. Donc la migration et l'éducation sont influencées par ces conditions socio-économiques, culturelles et politiques du pays de région. Donc l'objectif c'est d'analyser, de comprendre cette relation entre la migration et l'éducation dans un contexte d'un développement inégal qui est celui de l'Afrique. Les questions de réflexion de ce travail, c'est comment instaurer un système éducatif inclusif et une politique migratoire qui prenne en compte la relation d'inégalité entre les pays développés et les pays sous-développés, ou plus précisément la prise en compte d'une relation de dominance de Nord contre le Sud. Comment transformer les systèmes éducatifs en Afrique en un système éducatif intégrant. Le contexte économique de l'Afrique, mon deuxième point. Le monde actuel est marqué par de profondes inégalités de développement entre les individus, les groupes d'individus, les pays et les régions du monde. Ces inégalités sont des richesses ou bien de mode de vie, de santé, d'éducation et ainsi de suite. Les inégalités qui opposent un Nord développé aux révolutions industrielles et technologiques continuent et un Sud qui reste dans la pauvreté et la marginalisation. 5 indicateurs, je l'ai analysé pour détecter ces inégalités. Il y a le premier indicateur, c'est l'inégalité de croissance ou bien PIB par habitant, inégalité de revenus, pauvreté, vulnérabilité et indice de capital humain et emploi et protection. Je vais faire juste la conclusion, vous avez les figures devant vous. Oui. Donc, point de réflexion face à ces taux de croissance encourageants en Afrique subsaharienne, MENA et pays arabes, il enregistre des inégalités sociales et spatiales importantes, surtout au niveau de la satisfaction de besoins sociaux fondamentaux tels que l'accès à l'électricité, l'eau, l'éducation, la santé et l'emploi. Ma question ici, qui accapare les richesses africaines? Y a-t-il une corrélation entre le taux de croissance en Afrique et le taux de croissance de la Chine, l'Union européenne, l'Amérique et le Japon? Peut-on croire que l'argent chinoise fragilise la croissance africaine?
L'analyse de l'inégalité de revenus a montré, ou bien nous avons conclu que, en dépit des tentatives de réduire les inégalités dans certains pays, le monde est marqué par un accroissement des inégalités dont les pays d'Afrique sont les plus touchés, indiquant par conséquent que le manque ou l'inexistence de politiques de distribution, de redistribution de revenus efficaces dans leur politique nationale. Pourquoi les pays africains n'arrivent-ils pas à instaurer une politique sociale axée sur une justice sociale? Pour la pauvreté et la vulnérabilité, ce phénomène il est complexe. Il empêche la participation des citoyens aux activités civiques et aux politiques et aussi de prendre le chemin vers la démocratie. Donc, d'après l'analyse des données, j'ai constaté ou je prévois que les prévisions de programme 2030 ne seront pas atteintes. Par contre, la pauvreté et la marginalisation auront une tendance à la hausse, surtout dans les pays d'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Pour l'indice de capital humain, on a constaté que les générations futures en Afrique ont des chances très faibles de réaliser leur potentiel en tenant compte des conditions de la survie, la scolarité et la santé actuelles. Donc les pays africains continuent à perdre leurs revenus à long terme puisque cet indice montre clairement que l'enfant africain a moins de chances d'atteindre ses objectifs dans le long terme et par conséquent continue à perdre la potentialité d'accroître le revenu de ses habitants et de réaliser leur bien-être. Deux remarques importantes ici, c'est vrai qu'il y a immigration illégale, mais aussi il y a la fuite des cerveaux encadrés dans des programmes d'immigration légale. Les pays du Nord négligent de ces programmes de migration de ces médias. La fuite de cerveau est une absorption de la capacité de compétences de l'Afrique pour s'innover, de se restructurer économiquement et socialement. L'exode de cerveau planifié et légal a des coûts négatifs multiples sur le développement en Afrique, un coût économique, financier, social et culturel. La même chose pour l'emploi, je passe. Donc, pour les résultats qu'on a eus de ce travail sur le Maroc, on a soulevé les résultats suivants. Premièrement, les migrants et réfugiés, notamment subsahariens, souffrent de discrimination, de préjugés, des stéréotypes. Certains Marocains les considèrent comme des voleurs, arnaqueurs et porteurs de maladies transmissibles. En plus, les jeunes Marocains les positionnent comme concurrents dans le marché du travail. Deuxième point, les enfants migrants réfugiés trouvent des difficultés pour intégrer les établissements scolaires marocains, non seulement à cause de leur situation fragile et marginalisée de leurs parents, mais aussi du système éducatif qui est loin d'être un système intégrant la pluralité linguistique et culturelle. Et cette réalité qui devient de plus en plus frappante dans plusieurs pays, plusieurs villes, constitue un immense gaspillage de potentiel humain pour le Maroc comme pays d'accueil et leur pays d'origine via les transferts de fonds, de savoir, des compétences perdues, fuite de cerveau. Troisième résultat, la plupart des enfants en Afrique ne sont pas dans les écoles comme une place normale pour eux afin de développer leurs compétences et leurs connaissances et d'avoir un accès équitable par la suite aux différents besoins sociaux nécessaires à la vie sociale. Le système scolaire de la majorité des pays africains ne possède pas la qualité adéquate pour réussir l'inclusion des apprenants avec leurs différentes difficultés. Et même si certains élèves réussissent à accrocher leur diplôme, ils sont dans la majorité des cas face à un système économique qui ne peut pas assurer un poste d'emploi adéquat ou avoir des bonnes conditions pour entamer leur propre projet d'entrepreneuriat. Les jeunes éduqués sont confrontés à une structure économique et politique rentière, incapables de leur assurer une sécurité sociale et économique et vivre ainsi dans la sécurité et la dignité humaine. Dans le meilleur cas, ils arrivent à avoir un travail qui reste fragile et flexible au contexte de leur pays et de l'environnement international. Aussi, on a constaté que la plupart des jeunes Africains désirent de quitter leur pays pour garantir la sécurité sociale et économique perdue dans leur pays d'origine. Et aussi, on a constaté si le décrochage scolaire est un phénomène frappe aussi les pays développés, son explication est globalement différente de celle des pays pauvres ou émergents. Les facteurs déclencheurs chez un enfant des pays du Nord pour quitter l'école ne sont pas les mêmes que ceux détectés chez un enfant ou bien un élève des pays du Sud. En dépit de la différence entre les structures sociales, économiques et politiques des pays africains, les difficultés scolaires rencontrées par les enfants en Afrique sont presque les mêmes, que parfois quand on étudie un pays localisé à son nord ou à son pays, on a l'impression qu'il s'agisse d'un même territoire d'analyse ou d'études avec quelques barrières à l'apprentissage de plus ou de moins.
L'inclusion des immigrants et de réfugiés dans les mêmes établissements scolaires que la population des pays d'accueil est une première étape importante pour assurer une cohésion sociale dans les années à venir, surtout pour les pays du Sud qui deviennent des pays d'accueil dont le Maroc fait partie. À cet effet, le système scolaire doit appliquer des programmes d'études aptes à promouvoir la diversité, fournir les compétences essentielles, dénoncer les préjugés et 4, avoir des retombées positives au-delà des murs de la salle de classe. Donc, une réflexion concluante pour un développement que je nomme axé sur l'humain et pour l'humain. La plupart des systèmes éducatifs des pays africains reproduisent la situation de la pauvreté, la marginalisation et l'injustice sociale et sont loin, avec des degrés de différenciation selon la spécificité de chaque pays, d'être un système basé sur les valeurs et les fondements des droits de l'homme et le développement intégré, durable et équitable. Ces systèmes ont un point commun qui consiste à créer une population non qualifiante qui n'est autre qu'une main-d'œuvre bon marché et une population qualifiante selon le besoin du marché, spécialement le marché du Nord. Dans l'absence d'une économie indépendante, forte et développée, ces deux catégories de la population trouvent leur refuge ou garantir leur avenir, entre guillemets, dans les pays développés ou bien les pays du Nord. La relation entre l'éducation et la migration ne peut pas être traitée en dépit de la nature du système économique mondial qui continue à dominer férocement le destin de la plupart des pays du Sud. Bien que la migration soit un droit de l'homme, c'est bien, je termine. Donc c'est juste la conclusion. Il reste lié à d'autres facteurs qui les motivent, tels que la crise environnementale, les autres crises. Donc j'ai ici des paroles de Samir Amin sur le système que vous connaissez. Je veux terminer par le paragraphe suivant. Le défi majeur pour les pays africains est comment réussir à instaurer un modèle de développement économique et social serein dans le contexte actuel marqué par la mondialisation et le rapport de force. L'analyse de la situation africaine indique premièrement que le développement n'est pas une affaire d'un seul pays. Il ne peut être réalisé qu'en dans un cadre régional sud-sud intégré. Dans cette vision, l'éducation peut être un choix stratégique aidant à modifier les règles de jeu au profit de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. C'est un projet d'ouvrage. C'est une joie d'intervenir après la jeunesse. Alors que mon cœur grondait, parce que je me disais, mais c'est pas possible, où est cette jeunesse? Et là vraiment, je remercie Aïcha, je remercie, rappelle-moi ton nom? Aziz. Aziz, quelle merveille. Ça me console alors que j'avais préparé une intervention musclée pour nous secouer. Par contre là, je vais revenir un petit peu parce qu'on nous a promis qu'on commenterait des séances. Et je voudrais revenir sur toutes ces séances et dire combien vraiment, elles m'ont secoué au sens propre du terme, parce que c'est d'un très haut niveau d'analyse et d'humanité. D'humanité, parce qu'on a vu que ce n'est pas un Samir Amin. D'ailleurs, je pensais un petit peu au poème de Baudelaire dans Les Chats, qui dit que les chats sont aimés en quelque sorte. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la suite. Que les savants austères et les amoureux fervents aiment également le chat. Et donc je vois ici les savants fervents, austères, mais j'ai vu aussi des amoureux fervents. Et les deux aussi hurlent pour l'émancipation, pour la paix. Et je remercie, j'ai été frappée par l'humanité avec laquelle certaines personnes ont donné un hommage émouvant. Je me rappelle du dernier sur l'humanité, sur l'être humain qui était Samir Amin, cet homme enfant qui s'extasie pour un petit chiffon, un jouet, mais en même temps ce personnage si grandiose. Je remercie Thérèse ici, ma sœur présente, qui ne s'est pas présentée, qui est toute modestie et qui remue le monde. Je vous garantis que les femmes et les hommes tels que vous et tels que nous-mêmes ici remuent le monde. Et c'est là qu'il y a l'espoir, vraiment. Et c'est Thérèse qui est présidente, notre présidente noire africaine. On s'est battu pour qu'elle soit élue pratiquement à l'unanimité.
parce qu'on nous a mis les bâtons dans les roues, parce qu'elle est noire. On n'a pas regardé ses compétences, on a regardé la couleur de sa peau et on ne voulait pas d'elle. Une association européenne s'est retirée du Conseil mondial d'éducation comparée parce qu'on l'a élue. Alors imaginez un peu, ça c'est un très haut niveau, Conseil mondial d'éducation comparée, membre du Conseil scientifique de l'UNESCO, et j'en passe pour ses écrits, pour ses publications, etc. On n'a pas regardé tout ça, on a regardé sa couleur noire. Écoutez mes amis, le monde va mal et c'est à nous de le changer. C'est à nous de transmettre. Alors moi, j'avais préparé, comme vous, des papiers, épistémologie, sciences, etc. Niet, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin d'autre chose. Ce qui ressort, mon ami, notre frère shérif, Si, vous savez, Si, ça veut dire Monseigneur en arabe. Ça veut dire Monseigneur. Il est le Seigneur du changement positif prochain, je l'espère, puisqu'il donne à espérer, puisqu'il nous a réunis ici avec son équipe, que je remercie Lily, je remercie Myriam, je remercie tous les jeunes qui étaient là et qui nous ont portés, transportés. C'est extraordinaire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que j'ai vu, il y a deux questions qui sont récurrentes et qui sont revenues dans ce symposium, auquel bien sûr je reprocherai des petits reproches quand même. Symposium, deux questions m'ont interpellée. La première, pourquoi il n'y a pas assez de jeunes? Où est la jeunesse? Nous sommes censés être les guides, du moins les conseillers de cette jeunesse, puis elle n'est pas là. Première question. Deuxième question dans ce symposium, c'était que faire? Que pouvons-nous faire? Après toutes ces analyses, après cet hommage à ce grand homme qui, lui, a fait des choses, que nous pouvons nous faire? Et puis, donc, je vais parler de la jeunesse et de ce que nous pouvons faire. Si vous permettez, Monsieur le Président, tout ce que j'ai dit comme éloge, vous ne le comptez pas sur le temps. Ah, waouh, merci. Hier, j'avais menacé notre ex-doyen de cette faculté, et j'ai menacé, j'ai dit, si vous ne me donnez pas le temps de dire ce que j'ai à dire, je vais vous dénoncer sur le plan international. Et il a ri et on s'est embrassé. Et il m'a même invité chez lui et je le remercie, mais je n'ai pas pu accepter parce que je ne voulais pas, mais ce sera une autre fois. Voilà. Ah bon. Alors justement, je voulais proposer, mais je voulais le proposer par la suite. Parce que, pas seulement une fondation, on la laisse aux jeunes, les fondations. Et je dis, moi, si j'ai à proposer parmi les personnalités que je connais ici, je ne connais pas tous malheureusement, je fais connaissance avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec tout le monde, mais on ne peut pas tout le monde connaître, mais tous des qualités extrêmement importantes et de grande qualité. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Le contenu, c'est la même chose pour les soufis. Ils finissent par se mélanger. Le verre de vin, pour les soufis, les mystiques, il finit par devenir le même. Le vin, le contenu est là, et on est content. Et j'ai à proposer que l'Afrique s'unisse. J'ai un rêve, que l'Afrique s'unisse. Moi, je proposerai notre shérif comme présidente de l'Afrique et vice-présidente Thérèse Ndiri. Voilà, il faut qu'il y ait les femmes, il faut qu'il y ait la parité. Et puis, si on n'est pas content de lui, on le dimanche et on la mettra présidente et on changera pour autre chose. Voilà. Donc voilà, écoutez. Ce matin, je me suis réveillée à 4 heures du matin et j'ai écrit un petit poème. Parce que moi, je suis écrivaine et poète à mes heures gagnées. Quand je ne suis pas dans l'amphi, disons à 600, 700 étudiants. Écoutez, ce n'est pas une utopie. Une utopie partagée n'est plus une utopie. Une utopie à un niveau individuel, c'est nul. Mais une utopie que nous partageons, que des milliers et des millions de personnes partagent, devient réalité. Donc on est capable de nous émanciper. Apportez votre goutte d'eau, rajoutez-la à la mienne. Et on va chercher ailleurs aussi, et ça deviendra comme la pluie qui va fertiliser notre terre. C'est ça qu'il nous faut faire. Parce qu'une goutte d'eau toute seule, elle ne fait rien. Mais si on rassemble toutes nos gouttes d'eau, et on fera quelque chose. Je suis sûre qu'on fera quelque chose. Et le temps qui me restera, moi, je bataillerai pour cela. J'étais présidente de la Mediterranean Society of Comparative Education. Puis j'ai organisé 6 congrès. Puis j'ai dit, mais les congrès, c'est l'entre-soi. Et j'ai dit à mes étudiants, encore 600, 700 étudiants dans l'amphi, je leur dis, écoutez, l'entre-soi, c'est pas bon. C'est pas bon que ce soit à n'importe quel niveau. Quand vous passez devant un étang, et que dans cet étang, il n'y a pas l'eau qui se renouvelle, vous savez ce que c'est? Le sang qui ne se mélange pas, ça donne des... Excusez-moi. Vous savez ce que ça donne, hein? Les rois de France, on a vu ce que ça a donné.
et ailleurs aussi, hein, les mariages entre cousins, cousines, etc. Bon, je ne rentre pas dans ces considérations, c'est la science qui le dit. Donc, il faut qu'on soit une rivière qui vient d'une source et qui irrigue les terres, qui irrigue l'Afrique, qui irrigue le monde entier. Je rêve de cette rivière, je rêve de cette source. Je rêve de l'eau tout simplement. L'eau qui va devenir l'enjeu principal demain des guerres, qui va être coupée encore plus pour l'Afrique. Et on sera encore plus asséché et notre terre craquera parce qu'il n'y aura plus d'eau. Donc à nous d'apporter de l'eau. Voilà comment je vois les choses. Et ce matin, je me suis réveillée et j'ai dit, eh bien voilà, moi qui suis soi-disant poète, à mes heures gagnées, j'écris un petit poème que je vous lis avant de vous critiquer. Alors, ça s'appelle « Les réfugiés de l'au-delà ». Et je le dédie à tous ceux et à cette jeunesse qui est délaissée et qu'on laisse partir, s'échouer dans la mer. Alors, ça s'appelle « Les réfugiés de l'au-delà ». Gronde la mer, gronde mon cœur, gronde la mer et ses vagues en colère. Gronde la mer sous les nuages, gronde la mer sous les noirs nuages pour les candidats au dernier voyage. Tangue la barque, les lèvres se crispent et l'indicible prière perdue, rêve interrompu. Serrer les corps sur des plages étranges, enfouissant l'idéal des anges. Chaussures par-ci, veste par-là, reste par-là, jeté dans la fange. Impuissants les bras maternels pour sauver un enfant. Oh mes amis, avez-vous senti la détresse de ces candidats qui se pressent aux portes de l'au-delà? Avez-vous senti leur désespoir? Avez-vous senti cette détresse de ces candidats qui se pressent aux portes de l'au-delà d'où ils ne reviendront pas? Oh mes sœurs, mes frères, avez-vous senti leur désespoir, les reproches dans leur regard, le reproche à notre égard? La mer gronde et mon cœur gronde, et le vôtre aussi. Les vagues violentes sondent le cœur de l'humain. Il s'interroge sur nos sentiments. Triste est notre présent, triste est ce temps-là. Gronde la mer, gronde mon cœur fidèle à Fanon, mon cœur fidèle à Winnie, à Mandela. Même si on l'a changé vers la fin, mais ce n'est pas grave. Je gronde, mon cœur gronde pour lui. Gronde mon cœur fidèle à Gandhi, les rondelles. Gronde mon cœur fidèle à Luther King, salué par le ciel. Gronde la mer et gronde mon cœur attaché au vôtre, fidèle au serment des anciens, fidèle au nôtre. Torture et exécuté, mort par des famines répétées. Pour notre futur, pour notre présent, ô mes frères, ô mes sœurs, ô mes amis, tenons-nous la main et chantons ensemble au moins que demain s'illumine, que les famines s'éliminent, que l'humain reprenne son sens de l'humain. Je vous remercie. Alors, deux reproches à ce... Attention, il n'y a pas que des éloges quand même. Hein, 2 reproches à ce symposium. 2 reproches. La jeunesse, il faudrait que c'est à nous de la convaincre à venir. C'est à nous, les transmetteurs. C'est à nous de former les enseignants. Pas seulement dans des cadres du système éducatif où on dit on va faire la formation des enseignants. Non, en dehors même, dans les couloirs, partout. On forme ces enseignants. On ne les a pas formés. C'est nous. C'est nous. C'est nous qui avons failli. On ne les a pas formés à ces valeurs universelles. On ne les a pas formés. Vous savez, il y a un proverbe algérien, c'est le père qui conseille à sa fille, il lui dit « Épouse un enseignant en attendant un homme ». Ça veut tout dire. L'enseignant est dévalorisé, on n'a plus. Donc, ça, c'est un reproche que je nous fais, hein, ce n'est pas seulement à vous. Et puis, comment faire venir le changement? Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire, le changement, il est là. Je parlais hier avec un nouvel ami que j'ai beaucoup apprécié, dont j'ai apprécié là. Il est soudanais, égypto, cinéaste, conférencier, militant, enfin, ça fait plaisir. C'est un jeune, ça fait plaisir. Et donc, on parlait, il me posait des questions, et je lui dis, de toute façon, le changement, qu'on le veuille ou pas, Ibn Khaldoun, dans l'histoire
Discours sur l'histoire universelle, traduit par Vincent Monteil. Il dit que le changement est inhérent à toutes les sociétés, de toute façon. Hein. Ça, on est égaux sur ce plan-là, pour une fois. Et donc, mais, il y a deux sortes de changements. Il y a un changement qui est violent, qu'on voit, que ce soit un séisme, une guerre, et nous voyons beaucoup de changements aujourd'hui. Que ce soit le capitalisme, que ce soit la mondialisation, nous subissons. Pour moi, j'appelle ça le changement subi. Et puis, il y a une autre forme de changement sur lequel nous pouvons avoir une action. C'est Ibn Khaldoun, il dit, c'est le changement insidieux comme une maladie qu'on ne devinera qu'une fois qu'elle est déclarée. Donc, ce changement insidieux, nous n'en faisons pas une maladie. Nous pouvons agir dessus en lui donnant notre caractère, c'est-à-dire en essayant ce caractère positif, ce caractère de résilience. Ce n'est pas la résignation, mais la résilience et ce caractère de courage pour changer les choses en changement souhaité. Voilà comment il faut voir les choses, à mon sens. Maintenant, j'ai vu que ce n'est pas simplement à mon sens, parce que pratiquement toutes les interventions convergent vers ce que je dis. Donc, si vraiment nous voulons avancer, et ce n'est pas à ma retraite, ni c'est pas demain, vous savez, hein, une femme africaine, je m'excuse, mais l'âge pour nous, c'est plus on avance dans l'âge, plus on est contente, parce que plus on prend de l'importance, plus je peux me permettre de prendre un peu plus de temps que les autres. Donc, c'est un droit de doyenne. Maintenant, on va discuter, on est quelques-uns, peu ici à se disputer qui est doyen. Excusez-moi, je veux dire, je suis la femme, donc c'est moi la doyenne. C'est moi la doyenne au point de vue âge, et donc, pas au point de vue compétence, hélas, mais je dois dire que l'avenir est entre nos mains, et ce n'est pas à court terme, ce n'est pas à moyen terme, mais à long terme. C'est-à-dire que je ne verrai pas probablement ce changement qui va se transformer demain en solidarité, en valeur universelle. Et nous pouvons faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? La deuxième question principale qui a été posée, que pouvons-nous faire? Eh bien, moi j'ai proposé, avec mon amie et ma sœur Thérèse, que je vous ai présenté, une diri, une personnalité parmi les grandes personnalités d'aujourd'hui, j'ai proposé qu'on crée une association mondiale. J'étais donc dans le régional et je me suis dit, tant qu'à faire, visons le mondial. Une association mondiale pour la paix par l'éducation. Et quelle éducation? L'éducation des valeurs. Parce qu'on peut former des gens, des ingénieurs, des technologues, des machins, des techniciens, etc. S'ils n'ont pas le côté humain, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce qu'en Afrique. On les forme et ils partent, ils ne reviennent plus. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en Occident? J'étais chez un médecin, j'avais l'œil comme ça parce que j'ai une allergie. Il était devant son ordinateur. Alors, madame, de quoi il s'agit? Il dit, parlez-moi, il ne me regardait même pas. J'ai dit, monsieur, moi, je vais porter plainte, je sors. J'ai dit, vous ne me regardez pas, moi, être humain? Et quand il m'a vu, il a vu mes yeux comme ça d'allergie, j'ai failli mourir. Et il me dit, ah, madame, pardonnez-moi, il se lève, il vient. J'ai dit, non, vous n'êtes pas rattrapable. Je porte plainte, mais vous n'êtes pas rattrapable. Vous n'avez pas le sens humain. Vous êtes un bon médecin, mais vous n'avez pas. Vous êtes un médecin sur votre ordinateur. Et donc, si on ne forme pas aux valeurs universelles, quand je dis les valeurs universelles, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui se passe aujourd'hui devant nous. Le mot islam a été prononcé juste maintenant. On n'a pas prononcé le mot islam. Or, nous savons qu'est-ce qu'ils font de l'islam aujourd'hui. Comment on embrigade les jeunes. Comment la nature a l'horreur du vide. Nous ne sommes pas solidarisés entre nous. Nous n'avons pas fait ce forum. Nous n'avons pas répandu notre parole. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent des prêcheurs bidons, des prêcheurs débiles. J'ai eu un neveu ingénieur informaticien qui est venu chez moi un week-end. Je vous parle de moi, comme je peux parler en famille. Hein. Il me dit, oh tata, toi qui aimes bien l'islam, et regarde, ça c'est un grand savant, tu vas l'apprécier. Je regarde, un homme débile, mais je vous assure, débile. Il racontait des insanités. J'ai dit, mon neveu, il faut que je le sauve. J'ai appelé ses parents. J'ai dit, c'est très grave ce qui se passe à Paris. Tu prends l'avion. J'ai dit, tu prends l'avion, tu vas voir ton fils. C'est très grave. J'ai dit, il est en train d'écouter ces trucs. Et quand je lui dis, c'est le wahhabisme. Non, tata, c'est pas un wahhabite, c'est un palestinien. J'ai dit, les wahhabites, c'est pas seulement en Arabie Saoudite, ni les palestiniens, il y en a partout. Et c'est très grave ce qui se passe, parce qu'on endocrine des têtes qui sont bien faites, on les entraîne pour qu'elles soient mal faites. Et on n'en parle pas aujourd'hui. Il faut en parler. C'est très important. Parce qu'on forme des terroristes. Et je vais vous dire une autre chose aussi, s'il vous plaît. N'associez plus le mot islam à ces gens-là.
dites des terroristes, dites des gens malveillants, mais ne parlez pas d'islam, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, écoutez, merci infiniment et merci à Monsieur le Président qui m'a donné cette occasion de faire votre connaissance, de pouvoir m'exprimer. Et je vous assure que dans mes amphis, en France et partout, et ceux qui me connaissent, je m'exprime de cette façon-là. Ce n'est pas seulement avec vous. Merci beaucoup. Samia, est-ce que Samia est dans la salle? Est-ce que Samia est dans la salle pour sa communication? Ah voilà, donc c'est dans l'autre session. Voilà, nous avons donc quasiment récupéré, nous avons récupéré beaucoup de temps perdu. Je voudrais donc prendre des intervenants. Préalablement, je voudrais dire à Aïcha que nous avons pris bonne note sur les jeunes et tout le reste. Et je crois qu'il y a beaucoup de confusion aussi. Le forum, c'est un think tank qui a toujours fait de la recherche scientifique de fond. Ça a été un forum de restitution quasiment de travaux. C'est aujourd'hui un grand succès que nous fassions une conférence que nous avons décidé d'ouvrir au public et que nous ayons eu plus de 100 personnes. On intègre les jeunes, on les retrouve là où ils sont. Le monde change aussi. Nous allons prendre en compte encore une fois ce que vous avez dit et ce que les autres ont dit. Et d'ailleurs, ce que nous tentons depuis 2016. Et je ne désespère pas que nous arriverons à en faire revenir beaucoup dans les amphis. Nous allons, mais à condition que le forum vive et continue. Je crois que c'est ça la question de fond. Et j'y reviendrai. Mais il faut effectivement ne pas les laisser seulement sur les forums sociaux. Il faut les amener quand même dans les amphis pour qu'on puisse partager tout le travail que nous faisons. Je remercie infiniment toutes les contributions en disant quand même, en relevant que tous les cas, vous avez parlé de l'islam, mais on n'a pas le temps de tout développer, mais je crois qu'il faut appréhender cet aspect aussi, parce qu'il est au cœur des problématiques. Quand j'entends Azedine parler, moi qui vis entre les deux pays, je me sentais dans les couloirs de la Seine-Saint-Denis, le département le plus peuplé de France, mais le département de l'exclusion également et de l'encastrement. Je crois que c'est pour ça que son texte me faisait tressaillir par moments. Donc je n'ouvre pas de liste, je demande simplement de la sagesse. Nous avons peut-être quand même 45 minutes. Firoz, on te rend ce que nous t'avons pris. Nous prenons Cheikh Tidiane Gadio, pas simplement en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, mais en tant que Cheikh Tidiane Gadio de jonction de tous les mouvements panafricanistes que nous avons connus. Je garde nos souvenirs. Bon. On commence par... Qui commence, Cheikh ou toi? Bon. Vas-y, Firoz, rapidement. Thank you for an excellent session. But I think we need to be careful. We talk toujours la question de la jeunesse, mais we need to remember Fanon, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, etc., etc. They were of an age that we today call the jeunesse. Come on, so it is not so much la jeunesse that is absent here. I think there are other absences we should acknowledge, because history tells us that it is not just the young who transform the world. It requires the representation of those who are engaged in struggle from amongst the working classes, amongst the proletariat, amongst those who are unemployed, homeless, those who are working the land for absolutely nothing. They are not here. These are absences. There are absences here that we should acknowledge. There are occupied territories who are struggling, who are not represented here. We have comrades from Morocco, but we don't have from Western Sahara an occupied territory. And I think we should be
brave enough to acknowledge our weaknesses. It is not your weakness, it is our weaknesses. I think that's the point you make, Aisha. And that we need to be considering that if we move forward, if we really want to pay tribute to Samir Amin, then we have to insist that we have representatives of those who are engaged in struggle and who have, in terms of our history, we know are the ones who are going to transform the world. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais saluer tous les membres de cette assistance, les féliciter pour leur participation à cet hommage à un grand homme. J'ai pris le risque de dire tout de suite dans une interview à propos du symposium que nous avons posé l'acte 1 de l'hommage à Samir Amin avec l'expertise africaine et mondiale remobilisée autour de Samir Amin, ce qui est une très bonne chose, et que l'acte 2 serait l'hommage populaire qu'il faudrait rendre à Samir Amin, où il faudra effectivement mobiliser ceux qui ne sont pas forcément des experts d'un certain niveau, parce que Samir Amin a dédié sa vie à la cause de l'émancipation, donc à la cause des masses populaires quelque part. Donc j'aimerais faire un point. Beaucoup de choses à dire, on n'aura pas le temps et on ne peut pas refaire la conférence. Mais j'ai une préoccupation que je voudrais exprimer. Je ne peux pas comprendre qu'en Afrique, les Africains décident, encore une fois, et c'est une répétition de l'histoire, d'attendre que la situation soit irréversible pour en parler. Depuis une dizaine d'années, notre continent est sous attaque. Une agression terroriste majeure se déploie dans le continent. Il y a une guerre qui est déclarée à l'Afrique. Et les Africains ne parlent pas de cette guerre, ou ils en parlent à temps partiel, de temps en temps. Nous avons fait un excellent symposium sur des sujets extrêmement importants et graves. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans le Sahel, ce qui se passe au Kenya avec les Chebab et en Somalie, ce qui se passe en RDC avec les ADF, ce qui se passe au Mozambique. Il y a une attaque globale contre le continent. Et ces gens-là sont financés, ils sont armés, ils sont équipés, ils sont organisés. Ils sont entrés par la Libye. Et ils ont essaimé un peu partout. Eux ont une stratégie. Eux ont une vision. Nous n'avons pas de stratégie, nous n'avons pas de vision. Ils occupent progressivement le continent. Ils détruisent pays après pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso, dont je reviens il y a à peu près une semaine. 600 000 déplacés internes dans un pays africain sans moyens, sans ressources. L'État n'arrive pas à assurer la sécurité des citoyens. Des étudiants égorgés, fusillés, des femmes qu'on trouve dans des marchés populaires. On les isole, on les exécute. On exécute les hommes. Des attaques systématiques. Boko Haram a fait 30 000 morts au Nigeria et autour du bassin du lac Tchad entre 2009 et maintenant. En 2014, quand les terroristes du monde entier faisaient la compétition en termes de combien de gens ils peuvent massacrer, ISIS avait massacré beaucoup de gens, le monde entier en parlait.
Mais Boko Haram a massacré 14 000 personnes en une année, pardon, 6 000 personnes en une année, 6 000. Brûler des villageois, les attacher, les jeter dans le lac, exécuter des familles entières, mettre des gens dans des cases, fermer les cases, mettre de l'essence, du carburant et les brûler. Des actes proches du fascisme, il n'y a pas d'autre nom. Et pendant ce temps, les États africains développent une stratégie de résistance basée essentiellement, parfois disons, sur la recherche de l'appui extérieur. On va parler aux Occidentaux, on va aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies nous envoie une mission au Mali et l'appelle MINUSMA pour maintenir la paix. Quelle paix y a-t-il à maintenir au Mali? L'attaque est générale, c'est la guerre qui est déclarée au Mali. Et au départ, je disais que l'attaque contre le Mali était un choix stratégique judicieux. Parce que le Mali, c'est quoi pour l'Afrique? C'est notre patrimoine culturel, intellectuel, historique. Détruire le Mali, c'est nous attaquer dans ce que nous avons de plus profond. Et ces gens sont en train de faire leur travail. Aujourd'hui, ils essayent la partition du Mali, le nord, le centre, etc. Ils ont essayé un peu partout. Quand on a tué 4 soldats américains en septembre ou octobre 2017, le monde entier a titré sur ces 4 soldats. Quand on a massacré 80 soldats nigériens, même la presse africaine n'a pas titré sur ces soldats nigériens. Donc nous avons un sérieux problème. Et ceux qui ont créé cette grave crise de l'Afrique, ceux qui ont ouvert les vannes, M. Sarkozy, l'OTAN, M. Cameron, ils circulent librement dans le monde. Aujourd'hui, on parle d'amener le président Bachir du Soudan à la Cour pénale internationale. C'est bien. S'il a commis des actes de génocide, il doit être jugé. Mais pourquoi l'amener à la Cour pénale internationale quand ceux qui, aujourd'hui, ouvertement, ont déstabilisé nos pays, ouvert les portes pour que les terroristes s'engouffrent, l'international terroriste, tous les grands groupes semblent avoir passé un pacte autour de l'Afrique. Parce que l'Afrique a choisi de ne pas organiser son armée, l'armée africaine de Kouma depuis 1963. J'étais surpris, agréablement, mais avec beaucoup de tristesse, de constater qu'il y a 3 jours à l'Union africaine, ils ont enfin décidé de faire un sommet sur l'armée africaine. Et c'est le président Al-Sisi de l'Égypte qui a convoqué le sommet chez lui pour parler de l'armée africaine. 63, 2000, 2020. Combien de temps ont-ils pris, nos leaders, pour comprendre que nous devions, comme disait Nkrumah, étant le continent le plus riche du monde, comment est-ce qu'on peut ne pas créer une armée africaine pour défendre le continent ensemble? Chers amis, la question du terrorisme n'est pas prise au sérieux par les Africains eux-mêmes. C'est à la limite compréhensible, peut-être même acceptable, que le reste du monde dise, tant qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qui leur arrive, qu'on est en train, ces gens, comme je dis, sont venus prendre leur part d'Afrique. Parce que l'Afrique est à prendre. L'Afrique est mise à la disposition de qui veut la prendre. Les Chinois sont là, les Indiens sont là, les Brésiliens sont là, les Coréens. Et puis, chacun organise son sommet, pays tel avec l'Afrique. On a vu la Turquie, que je respecte comme pays, qui a une belle histoire, tout ce qu'on veut. Pour la première fois, moi, j'ai vu, dans l'histoire récente de l'humanité, un pays convoquer son Assemblée nationale pour faire une résolution lui donnant l'autorisation d'aller faire la guerre en Libye, en Afrique. Et il n'y avait pas un communiqué de l'Union africaine ou des États africains pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Au nom de quoi votre Assemblée nationale peut vous autoriser à aller faire la guerre chez nous en Afrique? Pourquoi, chers amis, on ne devrait pas lancer ce combat? Poser la question d'une guerre déclenchée, une guerre ouverte contre l'Afrique. Des pays tombent un par un. Et la stratégie, elle est cohérente, elle est financée. Tout le monde sait qu'en Libye, il y a 2 grands camps qui s'organisent et qui se battent. Les Iraniens, les Turcs et les Qataris ensemble, les Saoudiens, les Égyptiens et les Émiratis ensemble. 2 grands blocs. L'Occident s'offre comme recours. Et ce qui m'étonne, quand on fait un débat sur la Libye, on va l'organiser à Berlin, on va l'organiser en Italie, on va l'organiser en France. Mais je dis, où est l'Afrique? Est-ce qu'on va accepter une fois encore qu'on nous prenne une partie de notre continent, le territoire libyen, pour aller discuter de ces problèmes en dehors du continent africain? La Libye est un pays africain. Ce qui est vraiment à la limite d'une évidence qu'il ne fallait même pas dire.
La Libye représente beaucoup de choses pour nous. Et on s'est arrangé pour leur laisser les décisions sur la Libye. Et donc, quand ils vont finir avec ça, avec la déstabilisation du Sahel, comme je dis, pour la première fois, on voit des terroristes dans un continent qui s'intéresse aux forêts, qui s'intéresse à l'eau, qui s'intéresse aux ressources naturelles de la RDC, parce qu'ils savent ce qui se passe en RDC, et qui vont s'enfoncer vers le Mozambique et ils cherchent une entrée en Afrique du Sud. Mais avec tout ce qui se passe en Algérie, au Maroc, les attaques terroristes au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte, mais le tour est complet. Ils sont partout en Afrique et ils ont une stratégie sur le continent. Et l'Afrique n'a pas de stratégie. Donc, chers amis, il faut qu'on revienne au débat à la position de Cheikh Anta Diop et de Kouma. La sécurité précède le développement. Aujourd'hui, quand les gens viennent nous dire, oui, vous savez, le terrorisme est lié à la pauvreté, etc. Mais depuis quand avons-nous cessé d'être pauvres ou depuis quand nous avons été pauvres? Depuis l'indépendance, à ce jour, on n'avait pas de terroristes forcément. Est-ce que Ben Laden était un pauvre? Est-ce que monsieur le Baghdadi, là, qui a fait sa première conférence de presse avec une montre Rolex de 100 000 $, est-ce que c'était un pauvre? Tous les cadres saoudiens, ingénieurs, informaticiens, professeurs d'université qui rejoignent les mouvements terroristes, est-ce que ce sont des pauvres? Le lien qu'on est en train de faire pour nous dire, vous ne pouvez pas gagner cette guerre contre le terrorisme, ils sont plus puissants que vous, réglez les problèmes de pauvreté dans vos pays et vous réglez les problèmes du terrorisme. C'est-à-dire l'Afrique est un continent où on développe tous les pièges de tous les paradigmes erronés créés par ailleurs et qu'on vient nous imposer. On nous a convaincus qu'on pouvait bâtir 54 États, chaque État ayant son armée, capable de défendre son territoire, ce que j'ai appelé les États nains, les États non viables. On nous a dit que c'était possible. Après 60 années de chevauchée solitaire, comme je dis, chevauchée solitaire pour un échec collectif, il est temps d'arrêter ce cinéma. Le paradigme de nos développements et de nos indépendances est un faux paradigme. Un faux paradigme. Donc, chers amis, le naufrage des États nains est évident aujourd'hui. Il est temps d'avoir le courage, non pas de faire marche arrière, mais d'avancer dans une nouvelle direction, de faire un paradigme shift complet. L'Afrique n'a pas d'avenir sans l'unité. Les États-Unis d'Afrique, Nkrumah, ou tout au moins, comme disait Samir Amin, on l'a cité tout de suite, si on ne pourra pas faire ce qu'on veut au niveau d'un pays, faisons-le au moins au niveau de la région. Pourquoi pas les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, les États-Unis d'Afrique centrale, ainsi de suite. Après, on fera une grande confédération continentale. Un moment, et je termine sur ça, il n'y a pas 10 ans, quand on discutait avec nos frères de la SADC et nos sœurs de la SADC, dès que vous parlez de panafricanisme, ils se mettent à rire. Ils disent, ces gens-là, ils habitent un paradigme dépassé, erroné. Aujourd'hui, tout le monde parle de panafricanisme. Le panafricanisme est revenu en force parce que la question de la survie du continent est posée, parce que le futur du continent est posé, et il est important de prendre certaines décisions. Il nous faut des leaders accélérateurs de l'histoire, des leaders qui sont prêts, hommes et femmes surtout, de s'engager ensemble pour transformer nos pays, aller à l'unité, dépasser les égoïsmes nationaux, dépasser les théories de on peut bâtir le Sénégal avec les Sénégalais, le Mali avec les Maliens, ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai. Et j'adore cette formule de notre frère Felwine Sarr, ça ne marche pas, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Merci beaucoup. Juste quelques petits mots. La première, c'est que j'aimerais remercier Bernard Founou, Mireille. Hier, on n'a pas eu le temps parce que quand tu es venu parler, j'ai oublié de faire ça, mais avec l'idée importante, ça faisait partie de mon laïus, donc je refais ce que je voulais faire hier. Remercier Lily Bayoumi et Bernard Founou, qui ont été dans l'ombre de Samir pendant des années, pendant plus d'une trentaine d'années, et qui, grâce au travail extraordinaire qu'ils ont accompli, relayé par l'effort titanesque de Chérif, ont pu garder la flamme de ce forum. Ce forum,
il a une qualité extraordinaire aussi de réunir de façon pratiquement mondiale plusieurs personnes. Et moi, j'avoue qu'en écoutant ce qui vient d'être dit, et surtout ce qui a été dit hier, il y a une vision, il y a un programme. L'appel de Bamako a été une réflexion très poussée. L'essentiel des écrits de Samir constitue une vision et la plupart de nos apports en sont. Le caractère autiste de nos États et le fait qu'ils refusent d'écouter les versions que nous distillons depuis une quarantaine d'années fait partie du problème. Ce que Cheikh Tidiane Gadio a expliqué, l'essentiel de ce qu'il a dit a été signé dans une déclaration par 50 Allemands et Africains qui refusaient la présence d'une base militaire américaine à Stuttgart, qui de façon panoptique contrôle le continent africain, et refusaient l'instrumentalisation du chaos qui depuis l'Afghanistan a commencé. Et le camarade qui a fait hier l'exposé sur la question de la nation arabe, Samir Amin, a fait la démonstration que l'économie politique de l'islamisme n'existait pas. Les travaux de Hassan al-Banna, de Saïd Qutb. Il a montré la profondeur de la crise du culturalisme et il est revenu sur la géopolitique du chaos. L'Algérie est restée relativement silencieuse dans le dissèquement de la Libye parce qu'elle fonctionnait déjà dans le dispositif de l'Africom, comme le Maroc, comme 42 pays africains dont les états-majors ont été littéralement pris en assaut par la triade. Maintenant, le fait que le terrorisme est rhizomé avec nos propres culturalismes, nos propres populismes, sur un terreau fertile de sous-développement, ne doit pas nous faire perdre de vue que nous participons aussi à ces géopolitiques du chaos, avec la même capacité d'entretenir ce dessin, qui est très simple. Ils ont échoué à garder l'Afrique au point de vue économique, nous préférons d'autres partenaires, et donc ils ne peuvent prévaloir qu'au niveau d'une géopolitique qui leur impose de se poser en parrain. Quand ce film est fini, Africom Go Home, fait par des Africains, pour des Africains, sans moyens, et quand vous frappez le mot Africom, vous avez plus d'occurrences en algorithme que le Pentagone et la CIA même pour le même nom. Ça veut dire qu'il y a des Africains qui les utilisent. Et, contrairement aussi à ce qui a été dit, Lumumba, Fanon et Cabral ont commencé jeunes, ils sont morts jeunes. Et donc, le fait que nous soyons vieux et que je suis d'accord que nous faisons partie de tout ça, moi je m'adresse à la jeunesse. C'est un continent aux 3/4 jeunes dont l'avenir est plombé par un ordre qui veut l'Afrique sans les Africains. C'est un symposium, donc nous sommes entre nous, c'est la vocation d'un symposium. Mais notre travail, c'est sur les jeunes de l'Afrique. And may I just say a few words for Trevor, because Trevor actually raised exactly the problem that we faced when the RDP was abandoned and when the South African endorsed the GER, which was a structural adjustment that they inflicted on themselves before even that the World Bank intervened. And the same people, Tokyo Sekwale, Cyril Ramaphosa, all the people who actually went and support the empowerment of the black bourgeoisie. We were hoping that South Africa would be the locomotive of the integration, on continental integration. But it was under Zuma, Mrs. Zuma, that they surrendered on the plan that was actually implemented through AFRICOM within the African Union. But the problem is the youth of our continent totally ignore what's happening. So, il faut qu'on comprenne que nos États sont pris en otage. Ce n'est pas une question de manque de patriotisme. La marge de fonctionnement de nos États s'est restreint. Les États sont réduits à leur plus simple expression. Et aujourd'hui, nous avons un problème très simple. Soit nous réussissons effectivement à nous rendre compte que nous avons bel et bien une vision et des programmes, et nous battons pour reprendre la marge de l'État et nos espaces de souveraineté, soit en fait nous faisons partie du problème. Et c'est ce que je crains. C'est qu'en laissant mourir le forum, en ne réalisant pas que la petite qualité que nous représentons est en fait le dernier espoir de veille et de vigilance et de résistance sur ce continent, nous allons faire de grandes erreurs. Et je vous rappelle, et j'en parle avec la simple expression de deux choses. La première, c'est que la lutte contre l'apartheid a commencé parce que l'Afrique du Sud s'est lancée dans une lutte longue profonde, mais aussi parce qu'il y a eu un mouvement anti-apartheid international
qui est parti d'un petit noyau et qui a grandi. J'ai eu l'honneur d'y participer. Aujourd'hui, ceux qui ont été chassés de Ouagadougou et qui sont aujourd'hui cachés en Côte d'Ivoire ont participé à la déstabilisation. C'est les mêmes qui ont arrêté le projet, la vision, le programme panafricain de Thomas Sankara. Si nous réussissons notre procès, et je vous dis, ça fait 22 ans que nous poursuivons ce procès avec nos avocats dans l'affaire du président Sankara, nous attendons l'aide de tout le monde pour que nous réussissions, ce qui va enlever le verrou de ceux qui payent ces terroristes, les libelleuses wahhabites, qataris, la géopolitique et les intelligences internationales qui les ont soutenus, sont soutenus parce que des forces compradores, toujours tapis, financées, ont réussi à infiltrer jusque nos cercles religieux, jusque notre jeunesse. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'adresser à cette jeunesse. Notre travail, c'est de sauver, de revigorer l'effort du Forum du Tiers-Monde, de lui donner une seconde âme, d'utiliser les 50 ouvrages de Samir Amin, d'utiliser le potentiel extraordinaire que vous représentez pour canaliser cette énergie. Et à ce moment, ces gens qui sont assiégés dans leur pouvoir verront leur peuple petit à petit être une sorte de raz-de-marée. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Et ce qu'Azedine a expliqué, c'est exactement la voix de ces jeunes qui sont expatriés, deuxième, troisième génération, qui ne savent plus s'ils sont africains, s'ils sont européens. Et nous, nous sommes des internationalistes. C'est-à-dire que nous voulons une place pour tous ces gens ici. Et que la diaspora africaine, éparpillée à travers le monde, revienne dans un continent uni. C'est ça notre rêve. Et c'était celui de Samir. Merci beaucoup, doyen, de m'avoir donné la parole. Parce qu'une jeunesse martyrisée et qui dépeint au quotidien, avoir une oreille attentive est un soin. Donc j'en profite pour m'exprimer. Je suis Bamadou Baïlo, je suis membre du Forum social sénégalais, où je pilote un programme de renforcement de capacité des jeunes et de l'engagement citoyen. Donc, merci au comité d'organisation de nous avoir permis de contribuer à notre manière à rendre hommage au professeur Samir Amin. Le professeur Samir Amin est cette personnalité qui nous a toujours inspirés, parce qu'on se souvient de cette personnalité humble qui, quel que soit ton âge, il est toujours prêt à t'accueillir, bras ouverts, à t'écouter et à échanger avec toi de façon compréhensive, mutuelle, mais aussi de façon vraiment personnalisée. Et j'ai eu la chance aussi, à travers les samedis de l'économie, de pouvoir toujours participer à ces conférences, mais aussi j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois à son bureau. J'ai vu que c'était un bureau très simple, mais quand j'ai regardé de l'autre côté de la bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire autour. Donc je me sens que la richesse qu'il nous a léguée est extraordinaire et que nous devons nous en servir pour le bien-être de l'humanité. Donc aujourd'hui, je suis ici et je profite de l'occasion pour dire que cette jeunesse que nous sommes, une jeunesse qui est engagée sur le plan panafricaniste, parce que je milite dans différentes organisations, et j'ai aussi au niveau de la diaspora, je suis membre au niveau du Sénégal du mouvement international pour les réparations, qui est un mouvement des afro-descendants qui se souviennent de l'Afrique et qui viennent ici dans le cadre d'une rencontre qu'on appelle Africa Reconnection. Et on les a rencontrés à Goé et une activité comme ça est prévue très bientôt. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, en tant que jeunesse engagée qui participe à ces différents événements, qui ont eu la chance de connaître ces personnalités et de lire des ouvrages et de rencontrer beaucoup d'intellectuels qui nous inspirent, nous sommes confus à un moment donné. Pourquoi confus? C'est parce que dans un système comme tel que nous sommes, que nous disons nous étouffe et que nous n'en voulons plus, nous avons besoin de réelles alternatives. Et ces alternatives doivent être opérationnelles pour que la jeunesse puisse la mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous avons besoin des alternatives sur le plan politique.
sur le plan économique, sur le plan social, parce qu'il faut aujourd'hui revoir tous les plans qui sont là et aller dans une dynamique où le peuple lui-même, au plus bas de l'échelle, qui puisse prendre le pouvoir. L'autogestion, parce que si aujourd'hui on est dans nos communautés, les citoyens, les associations organisées, et qu'ils gèrent leurs problèmes au quotidien, ça leur donne plus de pouvoir, mais aussi de capacité de participer réellement, au-delà de ce qu'on dit aujourd'hui, gouvernance participative, qui est de nom, mais réellement, le peuple ne s'exprime pas et ne participe pas à l'autogestion. Ça dépend de deux choses. Soit nous, en tant que citoyens, notre responsabilité que nous allons prendre à travers notre engagement pour notre communauté à la base, mais aussi de refuser toutes les politiques qui vont dans le cadre de l'exclusion, mais aussi qui n'est qu'une poudre d'œuf aux yeux. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, que ce soit au Mali et dans tout le continent africain, le business de la guerre. Et nous, ce business de la guerre nous affecte parce que tant qu'il n'y a pas de paix, nous, on ne pourrait pas nous développer et développer notre potentiel pour contribuer au développement de l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, toutes ces réalités-là que nous vivons, nous sommes organisés et nous avons besoin de ces alternatives-là. Et ces alternatives, on ne peut le mettre en œuvre que quand les penseurs, les intellectuels et nous-mêmes en tant que jeunes, on travaille ensemble. Chacun doit jouer son rôle sur la chaîne. Vous devez aujourd'hui nous permettre d'avoir des écrits, des pensées qui sont simples à comprendre, mais aussi qui nous permettent d'avoir une démarche opérationnelle, qui nous permettent, nous, quel que soit ton niveau, si tu es engagé, que tu puisses t'impliquer à partir. Avant de terminer, j'aimerais rendre hommage aussi à Guy Marius Sagna. Aujourd'hui, il est en prison et c'est pour que son peuple soit soulagé. Moi, je suis citoyen africain et je pense à lui et je lui rends hommage et j'espère que les gens comprendront, pas trop tard, mais maintenant, et qu'ils vont s'engager aussi à se libérer et aussi à prendre leurs responsabilités en tant que citoyens, partout où qu'ils soient, pour prendre en charge les problèmes de leur localité. Donc, merci beaucoup et merci à mes collaborateurs, tous les volontaires qui sont là, je les remercie. Je remercie tous les camarades panafricanistes qui sont là aussi et tous nos aînés qui nous ont donné l'occasion de partager cet espace avec eux. Merci beaucoup. La restauratrice vient de m'appeler. Si on veut être prêt, nous organiser pour le ramassage par les bus pour aller au musée où nous allons faire la dernière séance dans la salle de conférence là-bas. Il faut qu'on aille. Bernard, tu peux parler et puis on fait une synthèse de la matinée. Samir, il y en a qui ont mis un peu aussi en évidence comment, suivant les événements, qui arrivent pouvaient affecter son tempérament. Quand il apprend qu'il y a une révolution anticapitaliste, là, il est heureux. Quand on le dit que c'est un ami de l'impérialiste qui vient de disparaître, il est quasi indifférent. Donc, mais je pense que et moi, il ressort des deux dernières, ou même les trois dernières interventions là au micro, que personnellement, j'ai le sentiment que les intellectuels africains sont presque un peu trop intellectuels. Elles ne sont pas assez angoissées. C'est-à-dire que lorsque l'angoisse se traduit, quand on agit différemment, quand on arrive dans une période où on voit qu'il y a une conjoncture spéciale. Et la conjoncture spéciale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est ce que Gadio a expliqué, nous sommes dans la conjoncture de la
disparition en tant que sujet historique, pour lequel, n'est-ce pas, il y a ceux qui nous ont dévancés ont lutté, et quand on est arrivé à l'indépendance, ils croyaient vraiment que voilà, c'était un nouveau départ. Nos ancêtres, quand les autres sont venus avec les armées, sur le plan du principe, ils étaient moins informés que nous. Tous les Samoris, mais ils étaient moins informés que nous sur les enjeux, sur ce qui est là maintenant. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, nous faisons des analyses et nous pensons que s'il y a une diffusion, plus ou moins, de ce que nous avons dit, presque l'objectif est obtenu. Moi, je pense que la question de savoir comment est-ce que concrètement on peut agir en Afrique, je pense que le ministre Gaillot pourra nous dire, je ne vois pas comment est-ce qu'au niveau de l'OUA, comment le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'OUA, à l'Union africaine. Mais comment ça se fait que les deux grands principes fondamentaux qui étaient dans la charte de l'Organisation de l'Unité africaine aient été enlevés? Ce qu'ils avaient dit, la question de la modification des frontières laissées par la colonisation, il ne faut pas y toucher. Il dit, si vous mettez le doigt dans le fait que vous allez modifier de force les frontières laissées par la colonisation, c'est la porte ouverte à la recolonisation. Le deuxième, dans la charte de l'OUA, il était dit que les pays africains ne doivent pas avoir des bases étrangères chez eux. Mais au niveau de l'Union africaine, c'est transformé en auxiliaire d'intervention. Alors, il y a vraiment... et devant cela, mais non-réaction en tant qu'intellectuel plus ou moins à vocation organique, je ne sais pas quoi, mais franchement, elle n'est pas visible. Elle ne peut être visible que nous décidons de nous rendre visibles. Si nous sommes ici au Sénégal et que nous disons que mais ce problème est très grave et que nous voulons que le président Sall nous entende sur ce problème. Parce que pour nous, c'est le problème d'existence. Mais si nous avons, n'est-ce pas, quelque chose à lui dire, mais on doit pouvoir lui dire, mais il faut que vous apportiez ça à l'Union africaine. Voilà ce que... Donc moi, je pense que vraiment, pour qu'on soit visible, mais il faut faire des sittings. On ne peut pas être visible dans la conjoncture actuelle, c'est parce que c'est une conjoncture. C'est très important, hein, ce que nous faisons au point de vue intellectuel. Là, il n'est pas la question. Il n'est pas question d'abandonner ce terrain parce qu'ils ne cherchent qu'à le prendre. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est l'idée que nous, physiquement, n'est-ce pas, en tant que personnes qui sommes dans ce domaine-là, le moment est trop critique pour que nous ne montrions pas de manière physique que nous sommes là. Interpellé
poursuite du travail que nous avons engagé depuis si longtemps avec Samir. Mais Bernard parlait d'un terrain à prendre. Comme Cheikh Gadio l'a dit, il y a un autre terrain à prendre qui nous interpelle aussi. Comment continuer à mobiliser, à chercher à mobiliser seulement les jeunes alors qu'il y a un projet clair de liquidation de l'enseignement supérieur. Lors de la journée de la Renaissance africaine, j'ai fait une communication sur la critique du projet de l'European Round Table et de la conférence de Philadelphie. Leur projet est tout simplement de liquider l'enseignement supérieur. Et ils disent d'entrée de jeu, les gouvernements, ceux qui se font appeler progressistes ou patriotes, ne comprennent pas les besoins de l'entreprise. Or, l'enseignement supérieur, c'est une affaire de l'entreprise. Nous allons le prendre et laisser aux États la formation de base. Pour te compléter, c'est dans cette idée qu'est arrivée dans les années 1974 l'école à double flux. Je crois qu'aussi. Aujourd'hui, nous enseignons, Moustapha pourra vous faire des développements là-dessus. Aujourd'hui, l'horizon seulement atteignable, c'est le master. Tout ce qui est réflexion, qui permet la prospective, c'est barré. Tous nos jeunes aussi sont embarqués dans cela, avec un mauvais accompagnement des professeurs. Tout le monde veut devenir ce qu'ils appellent jeunes cadres. Donc, Aziz, nous devons avoir aussi le projet de mobiliser les enseignants. Où est-ce qu'ils sont lorsqu'il s'agit de mobiliser le monde, d'amener 500 personnes financées par l'ambassade de France ou le Centre culturel français? Où sont-ils lorsque nous nous réunissons? Ce sont souvent nos anciens étudiants, ce sont nos collègues professeurs. Quand on a fêté Cheikh Anta, où étaient les autres universités du Sénégal, les 7 autres? La salle n'était remplie que d'étudiants de Dakar. Parce qu'ils savent, c'est leurs étudiants, comment les tirer. S'ils nous rejoignaient, ce serait encore un moyen de plus pour attirer les enseignants. Ce qui est plus grave, ils disent qu'il faut le programme de l'European Roundtable et de la conférence de Philadelphie. L'European Roundtable, c'est le mouvement patronal de l'Union européenne. La conférence Philadelphie, c'est le cercle des patrons de l'OCDE. Ils disent qu'il faut liquider les diplômes nationaux. C'est ainsi que sa réflexion, certains, moi quand je parle de coopération universitaire, de co-diplomation, j'en parle autrement. Mais ils nous ont tellement pénétré que nos jeunes même ne veulent plus de nos diplômes nationaux. Tout le monde cherche à avoir, dans le cadre de la co-diplomation, en même temps un petit diplôme au rabais au Sénégal et un diplôme de l'Université du Québec. C'est tout cela que j'ai présenté et tout cela dont nous réfléchissons. Je vous donne seulement ces éléments pour me limiter pour le moment à tout ça. Encore une fois, en vous remerciant sur cette dernière ligne. Et je vous invite tous à 14h30. Et encore une fois, merci de nous éclairer, de nous accompagner sur cet effort, de nous ouvrir aussi au monde. Je crois que c'est une deuxième tentative, il faut continuer à le faire. Il ne faut pas avoir seulement des représentants. Mamadou représente un groupe d'organisations extrêmement important. Ils sont avec nous au Forum social, dans d'autres réunions. Depuis 7 ans, ils sont là au Samedi de l'économie, à tout ce que nous faisons à l'école de Dakar, sous l'égide de Moustapha Kassé. Mais il n'y a que nous que nous entendons. Qui est-ce que vous voyez tous les trimestres en tant qu'enseignant du supérieur interpellés dans les médias et dans la presse nos compatriotes? Vous ne voyez que des articles de Moustapha Kassé, de Cheikh Salif et d'autres. Les autres préfèrent parler au point. Des journaux comme ça. Certains même peut-être n'iraient pas à parler dans valeur actuelle. Ce que notre gouvernement doit cesser de faire. Il faut que nous arrêtions les publi-reportages dans Valeurs Actuelles, qui est le journal le plus réactionnaire de la France. Je vous remercie. La pause. On se un peu de relax et déjeuner. Merci beaucoup, merci infiniment.